Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je vais vous présenter aujourd'hui un diaporama sur la question de la mémoire en lien avec les couleurs. C'est lié à un projet que j'ai coécrit avec Julien Savonnet, qui est co-interprète. Ce projet est né suite à une résidence de création autour de l'arbre à laquelle nous avons participé il y a une quinzaine d'années. Et nous avons souhaité collaborer autour d'une démarche de réémerveillement des populations dans leur lieu de vie, c'est-à-dire les amener à redécouvrir leur quartier, souvent méconnu ou simplement plus vraiment regardé puisque traversé au quotidien. Donc, par l'habituation, une sorte d'oubli s'installe de ce qui nous entoure, tout simplement. Avec Julien, on a amené les gens à redécouvrir leur environnement proche en associant un temps de promenade dans leur quartier où Julien guidait chacun à la découverte ou à la redécouverte des végétaux environnants. Donc, pour leur raconter les propriétés, les histoires de ces végétaux, parfois et même souvent des végétaux qui viennent d'ailleurs, hein, exotiques, voire métissés, qui sont venus lors de voyages par bateau, d'expéditions. Julien permettait ainsi aux habitants de prendre contact avec leur environnement par le biais du vivant, aussi dans une forme d'expérience sensorielle déjà, puisque sont amenés alors à toucher, à sentir, voire à goûter lorsque le végétal ou la fleur est comestible, ce qui arrive en réalité assez souvent. Et de mon côté, avec Julien, par ses découvertes des environnements proches, j'identifiais dans ces plantes et ces fleurs ce qui pouvait potentiellement avoir une capacité colorante, donc tinctoriale. Et à partir de là, j'amenais les participants à découvrir différentes techniques pour pouvoir extraire de ces végétaux des coloris. Alors là, les photographies que je vous montre, elles sont issues d'un co-atelier qui avait été programmé dans le cadre d'un festival toulousain qui s'appelle la Novella. Donc, c'est un festival autour de la science principalement. Ça se passait dans un théâtre qui s'appelle le théâtre Le Ring. Donc, on était vraiment dans une découverte de ce quartier-là, avec effectivement l'expérience de la teinture avec ces cueillettes. Donc, il y a un caractère magique insoupçonné et aussi une sorte de simplification, de désacralisation de ce que peut être la teinture, qui est tout de même un métier artisanal ancien, qui est gardien de mémoire d'ailleurs, hein, de teinturiers parfois secrètes, des mémoires secrètes parce que précieuses et issues souvent d'expériences de tests de toute une vie. Alors effectivement, quand on travaille avec des cueillettes, on a accès à des plantes qui sont parfois peu solides, mais parfois aussi solides, et dont on peut extraire des coloris de manière assez facile, comme pour l'eucalyptus. Alors l'eucalyptus, il y a énormément, hein, de variétés. Euh, on peut en trouver très facilement en France aussi, c'est pas réservé à l'Australie. Et ce qui est intéressant chez l'eucalyptus, c'est qu'il a beaucoup de tanins. Donc il a une forte réaction au fer ou aux terres ferrugineuses. Et il est parfois photosensible, donc réagit au soleil. Là, ici, on a vraiment deux coloris issus de l'eucalyptus avec un très beau noir très profond, grâce à l'ajout de fer après trempage dans une décoction de feuilles ramassées donc, dans le parc à côté du théâtre. Et ici, on a l'extraction des baies de phytolac, non pas à chaud, mais par la création d'une teinture mère. Alors, une teinture mère, c'est simplement tremper le végétal ou la partie qui nous intéresse, ici ce sont les baies, dans de l'alcool. Et à froid, simplement, on trempe le tissu légèrement humide pour obtenir des coloris. On voit ici des coloris très profonds, très gourmands, sur une base de laine et de soie. Alors, les baies de phytolac, c'est intéressant parce que ça pousse effectivement de manière un peu invasive, un peu partout, un petit peu comme les ronces où on a les excellentes mûres.
Mais en plus, la baie de Phytolax, c'est une baie qui est, alors soi-disant toxique, mais en réalité, qui a énormément de propriétés curatives. Alors, j'en ai noté quelques-unes hein, pour info. Elle peut traiter l'eczéma, en cataplasme, guérir des bronchites, avoir des angines, des rhumatismes. Elle est anti-inflammatoire. Voilà, il y a énormément de propriétés associées à cette plante et elle donne voilà, ces merveilleuses couleurs. Framboises écrasées, comme on voudra les nommer. Voilà. Donc ici, une photographie extraite de l'atelier qui montre aussi le caractère immersif, presque rassurant du côté tinctorial, mais un peu comme une cuisine, vous voyez, où on a les cueillettes, mais on a aussi tous les outils qui vont permettre l'exploration et c'est simple. Et ça, c'est important de bien soutenir ça parce que dans une démarche comme ces ateliers, on n'est pas dans une volonté d'excellence, on est plutôt dans une volonté effectivement de partager un moment de plaisir, de ralentir aussi le temps qu'on a souvent, enfin, qu'on perçoit souvent encore aujourd'hui trop comme un temps court où on n'a pas l'espace-temps pour faire des choses. Et la teinture amène à contacter un temps ralenti, on va le dire comme ça, et une exploration donc, des baies en milieu acide pour des beaux roses. Voilà ici une photographie des petits coloris obtenus par les uns et les autres, où j'ai ajouté effectivement une cuve, alors un montage rapide hein, de cuve à l'indigo, pour témoigner d'une autre technique, qui est la technique de la fermentation. Alors là, on est plutôt effectivement dans un milieu artisanal qui est associé à des maîtres artisans qui font en général que de l'indigo. Hein. Quand on travaille vraiment l'indigo, on a des cuves, c'est vivant, elles sont parfois même dans le sol et on est dans voilà, tenir la cuve vivante pour extraire des bleus qui peuvent aller parfois jusqu'au noir. Et c'est vrai aussi pour le pastel, hein, qui est une plante locale à indigo qui fournit des bleus, mais qui peut aller jusqu'à des teintes de l'ombre très, très profondes. Et donc, c'était aussi pour témoigner de la diversité chromatique et des diversités de techniques. Donc, c'est toute une réalité souvent méconnue et qui émerveille en fait les participants et qui les reconnecte à des mémoires patrimoniales pour le coup, dans ces moments de transmission. Voilà des échantillons obtenus avec les différentes cueillettes. Et là, ça procure souvent une douce extase de pouvoir partir avec une petite collection d'échantillons teints avec des couleurs qu'on a soi-même créées. C'est une mise en contact aussi avec sa capacité de création, d'invention. C'est aussi une possibilité de mettre en lien la personne avec sa propre autonomie, sa propre capacité à faire avec simplement un geste qui a été transmis dans beaucoup de douceur et de lenteur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Cette photographie, elle témoigne de cette mise en contact avec la matière colorante qui peut sembler au départ, on peut y aller un peu à tâtons. Et une fois qu'on s'immerge véritablement dans la couleur, dans la matière colorante, là, on entre dans une dimension sensorielle nouvelle, souvent, ou voire oubliée. Hein, puisqu'on touche beaucoup quand on est petit enfant, et puis très vite, on nous apprend à ne pas toucher. Et donc, teindre, c'est aussi désapprendre à ne pas toucher et oser plonger les mains, oser sentir, voire même parfois oser goûter. Hein, ceux qui tiennent les cuves à indigo, hein, que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde, souvent goûtent la cuve parce que c'est une manière de repérer si la cuve est prête. Son pH est-il bon? Est-ce que l'équilibre est OK? Voilà. Et ça, c'est au niveau sensoriel extrêmement enrichissant, puisque ça permet de reprendre aussi confiance avec l'expérience intérieure, avec l'intuition, avec sa propre capacité à se faire confiance dans un processus de création simple. Voilà. Alors, il faut savoir que ces ateliers, on les a proposés en maison de retraite. Alors, je n'ai pas de photographie des maisons de retraite, des expériences en maison de retraite, parce que les photographies n'étaient pas autorisées. Mais je peux quand même citer cette expérience qui m'a beaucoup touchée, parce que là, on est avec des gens qui parfois sont atteints notamment d'Alzheimer, et le fait de les amener à recontacter déjà le végétal, tout autour de la maison de retraite où souvent ils sont déracinés, hors lieu, loin de leur maison, loin de leur famille, où ils ont vécu parfois toute une vie, hein, puisque ce sont des générations encore aujourd'hui qui ont très peu bougé et changé même de métier. Donc, ils sont vraiment coupés de leurs racines.
Et c'est très déstabilisant et ça n'aide pas hein, dans les maladies comme Alzheimer. Et donc, d'un seul coup, découvrir qu'autour de la maison de retraite, il y a des jardins, il y a des végétaux qui leur rappellent des souvenirs d'enfance, de famille, de repas pris dans le jardin, parfois de potagers même qu'ils ont menés. Pouvoir partager aussi, être écoutés sur leur récit de vie, se mettre à teindre comme on ferait de la confiture, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avant à la campagne, faire des confitures avec les cueillettes et d'un seul coup là, redécouvrir le plaisir de faire cuire quelque chose pour obtenir des couleurs, c'est complètement immersif et réconfortant dans la chaleur de la cuve. Là, ici, c'est un exemple de teinture avec la garance, hein, où on teint justement avec les racines. C'est une des rares plantes où ce sont les racines qui sont utilisées. Ces racines qui sont très puissantes, qui dans beaucoup de cultures sont utilisées parfois pour guérir les problèmes liés au sang, aux règles des femmes. On est là dans le rouge, hein, du féminin, de la puissance, et aussi de ce qui nous amène dans les profondeurs de la terre et dans même les mémoires intergénérationnelles, si on se laisse cheminer dans le récit de ces plantes. Donc, effectivement, ces personnes âgées, une fois qu'elles ont traversé l'expérience de la teinture, vont avoir des coloris, vont pouvoir exposer les couleurs qu'elles ont obtenues. Et là, je leur proposais de les nommer, de nommer ces coloris. Et par le biais de la nomination, il y a une nouvelle mise en contact à la fois à l'imagination et à la mémoire. Et c'est dans cette articulation entre imagination et mémoire que quelque chose se passe, parce qu'une porte s'ouvre en fait à l'intérieur de la personne, qui lui permet d'un seul coup d'inventer ou de réinventer son histoire, d'en faire récit et de se replonger dans les souvenirs parfois très anciens d'une robe qui a été cousue avec la maman, d'une fleur ramassée, d'une plante qu'on aimait, de la couleur d'une tapisserie ou d'une nappe, qui va ressurgir avec l'échantillon textile teint. Et ça, ce sont des moments avec beaucoup d'émotions en général et une grande détente qui est observée chez les personnes qui manquent souvent de contact et d'échange et d'écoute. Ici, un exemple intéressant, vous voyez, qui va un petit peu à contre-pied de la teinture avec la garance. On est ici avec ce que j'aime à cataloguer, à catégoriser dans le slow dyeing, puisque là, on est dans le minimalisme de la teinture. C'est-à-dire, je cueille, je trempe et j'ai. Alors là, c'est des empreintes de fleurs, qu'elles soient véritablement mises en empreinte en les tapant sur un textile qui peut être humidifié ou non, parfois imprégné de citron, puisqu'on sait que le pH acide va favoriser une stabilisation d'une molécule qui est l'anthocyanes, souvent présente hein, dans des baies et des fleurs qui vont être violacées, ou le violet va être dans le milieu vivant, et puis le rose va s'installer et se stabiliser dans le milieu acide procuré par le citron, ou va bleuir hein, dans des milieux basiques qu'on va pouvoir parfois imiter par simplement une mise en chaleur sur le feu dans une eau un peu chaude ou en rajoutant de la chaux par exemple. Et puis on peut aussi tremper le tissu dans une eau avec beaucoup de citron et puis les pétales des fleurs et on aura des roses évanescents comme on a à gauche. Et là, ce qu'on sent, c'est un autre rapport au temps, c'est saisir l'instant fugace de sentir une fleur, se promener dans un jardin, sentir l'herbe, les premiers rayons du soleil du printemps. On est là dans une mémoire beaucoup plus subtile, même au niveau sensoriel, on est dans une sensorialité légère et qui est difficile à attraper, un petit peu comme une odeur. Comment je peux saisir une odeur, comment je peux saisir cet instant magique du contact avec la fleur, de sa vibration, sachant qu'une fleur, une fois coupée, elle va se faner très vite. Donc on est dans ce registre-là, presque de carnet de bord du quotidien de celui qui attrape les instants précieux de la vie. Voilà ici un autre exemple du rapport au temps qui est celui du temps du changement d'état. Toutes les émotions qui me traversent, parfois en une minute, toutes les sensations qui viennent à mon corps, parfois qui peuvent sembler contradictoires et qui parfois sont évitées. Hein, on n'ose pas ressentir, on n'ose pas écouter ce tumulte intérieur. Eh bien, travailler la couleur, c'est aussi accueillir ces mouvements, accueillir ces changements d'état et les traduire sur des tissus. C'est assez fabuleux. Les étudiants, là où j'enseigne, adorent en général explorer ça. Alors effectivement, dans la teinture classique, dans le monde que l'on connaît de l'industrie, de la normalisation, de la reproduction à l'identique, hein,
On évite ce genre de coloris, mais ça revient petit à petit par le biais des artisans, des artistes et des étudiants en design qui, eux, aiment en fait à toucher, à explorer des plantes qui vont être dites instables, fragiles, hein, un petit peu à l'image de ces émotions ou de ces changements d'état intérieur que parfois on refoule ou l'on cache. Et bien là, d'un seul coup, on les explore, on ose aller dans ces contrastes. On a par exemple à droite le bois de Campeche et à gauche en haut qui vont aller parfois de violet à des teintes nocturnes jusqu'à des teintes dorées. Et ça, c'est selon les passages à température, le pH, la qualité de l'eau, sa douceur, le type de tissu. Beaucoup de paramètres vont jouer là-dedans et c'est un véritable terrain très, très vaste d'expérimentation. Ici, on a d'autres exemples de teintes issues, par exemple de framboise. Alors, on sait que ce n'est pas très stable, un peu fragile, et à la fois, c'est intéressant de saisir sur des textiles comme ça, très fins, comme de la gaze, ces coloris très, 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 très sensibles en réalité, très subtils, qui viennent donner, redonner l'éclat à des nuances très douces. Voilà encore ici toute une palette issue de matériaux alimentaires comme les fans de carottes ou le curcuma. Alors le curcuma, c'est quand même assez connu dans la teinture malgré tout. On utilise le rhizome et on le retrouve notamment dans les robes des moines bouddhistes qui étaient initialement teints avec le curcuma et on voit bien la patine s'installer au contact du soleil, à l'usage répété. On sait que le curcuma, il ne va pas rester dans sa teinte originelle tout le temps. Et à la fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça offre au regard une variété de teintes dans ces robes qui va finalement retranscrire eh bien, la vie du moine bouddhiste, son usage, sa pratique même quotidienne et où le tissu va être plus ou moins usé. Et cette patine, elle confère une sorte de noblesse aussi à la couleur et au tissu porté, ce qui offre aussi encore un nouveau regard à ce qu'on peut accorder au temps qui passe, à la mémoire de ce temps et à oser lui laisser donner une empreinte particulière, voire même des motifs sur des surfaces que dans le modèle industriel, on voudrait effacer en réalité. Voilà, encore d'autres exemples. Alors ici, on a des gammes qui sont conçues par les étudiants en master où j'enseigne à l'Institut supérieur couleur image design de l'Université de Toulouse. Et on voit ici, vous voyez, des mises en correspondance. Vous voyez ici, il y a écrit jalousie à côté du jaune. Alors, on part de l'expression jaune cocu, mais ce qui est intéressant, c'est d'associer une couleur ou un domaine chromatique à une émotion. Là, on voit aussi que c'est une opportunité de traduire un endroit qui est parfois difficile à nommer. On a le terme jalousie, mais on sait bien que derrière jalousie, il y a toute une palette d'émotions et de sensations physiques différentes. Et la couleur, elle permet cela, c'est une forme de langage, elle permet de traduire ce qui ne peut pas être traduit toujours en mots. Et elle offre aussi la polysensorialité, parce qu'il y a aussi évidemment le regard, la personne, mais il y a aussi le toucher, parfois l'odeur, qui va rester dans le tissu et traduire une autre dimension, un autre espace-temps. Voilà, et d'autres carnets qui peuvent aussi inspirer les gens qui ont envie de s'éveiller à la pratique tinctoriale, de tenir un petit carnet, le petit carnet journalier où je vais aller faire mes cueillettes, extraire ma couleur, le petit carnet qui va traduire la mémoire d'un repas en famille, je ne sais pas, un dimanche, le repas d'un mariage, le repas de Noël, un événement familial pour lequel on aurait envie de garder trace. Et les couleurs, elles vont faire cela d'une manière tout à fait atypique et ouverte. Parce que dans la couleur, on a à la fois un caractère universel, on n'a pas besoin de parler la même langue pour finalement avoir un domaine d'échange, de mise en relation. Quand bien même l'histoire intérieure qu'elle va réveiller peut être différente, il y a quand même un endroit de mise en commun. Alors voilà ici d'autres exemples de gamme, comme ce petit nuancier là qui s'appelle Île de Ré, je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'était un travail que je menais avec des étudiants sur la question du territoire et comment, quand je traverse un territoire, je vais explorer sa flore, sa végétation, et puis aussi comment je traverse l'espace, donc par le biais de cartographie, traduire les mouvements, les déplacements, la lenteur, l'arrêt, je sens quelque chose, je me repose ou je continue mon chemin.
Et comment, de mes cueillettes, je vais extraire des couleurs qui vont soit dire, voilà les couleurs que je peux obtenir avec les végétations présentes, soit dire, voilà les couleurs que j'ai observées dans cet environnement, cette teinte de ciel, cette fleur, etc. Donc voilà ici d'autres gammes. On est plus là sur des teintes de bois, d'automne, qui renvoient potentiellement à la forêt. Voilà ici encore d'autres gammes, cette fois-ci autour de la forêt, avec des échantillons de tissus qui sont plus épais aussi, avec des cotons un peu rêches, avec du lin, avec du feutre de laine, qui sont des vieilles matières, mais qui, du coup, aussi ont une dimension mémorielle intéressante, qui peuvent rappeler des souvenirs d'enfance dans les vieux draps de grand-mère, avec les vieilles couvertures qu'on connaît, issues parfois même de l'armée au temps de la guerre. Enfin, on est vraiment dans des évocations anciennes, où on peut ressentir l'idée de l'expérience vécue par nos ancêtres. Et puis la traduction chromatique des paysages traversés, de ces expériences immersives, où on va ressentir différents types d'émotions et de sensations et être baigné dans des odeurs, des sons quand on marche sur les feuilles sèches, etc., qui sont traduites ici par des coloris. Voilà encore d'autres propositions où là on a des roses presque fluorescents et j'aime beaucoup ce domaine chromatique issu des ligules de Cartame, hein, la fleur de Cartame. On connaît le Cartame pour l'huile notamment, hein, qui est utilisée dans l'alimentaire ou même la cosmétique. C'est une huile très très hydratante pour la peau, protectrice. Eh bien on peut extraire de cette fleur des roses presque fluorescents et la technique du Cartame est absolument atypique et unique. Par un bain avec beaucoup d'acidité, on va créer une effervescence après une longue extraction du colorant jaune qui, lui, est fragile, pour ne garder que le rose. Et c'est dans le moment de l'effervescence où on a plongé les tissus que le rose va se révéler et se fixer dans le tissu. Ce sont des moments, quand je les propose en atelier, qui sont toujours magiques et qui permettent aux étudiants, souvent même un peu réfractaires à la teinture, qui sont en graphisme par exemple, plus dans le domaine de l'image, j'ai pu remarquer qu'en faisant vivre cette expérience, les étudiants, il y avait un déclic à ce moment-là, parce que le caractère un peu chimie, magie du processus ouvre une porte, ouvre une possibilité de découverte insoupçonnée. Et là, on voit dans l'œil tout de suite l'étincelle et une mise en contact avec la capacité à produire, à créer de la magie dans son quotidien pour avoir en plus des coloris qu'on n'imaginait pas obtenir clairement avec des végétaux et qui rassurent quelque part, puisqu'on est quand même dans un monde où le modèle est industriel, donc des couleurs issues du pétrole, mais ce sont celles qu'on connaît depuis notre enfance à nous, hein, ça fait plus d'un siècle qu'elles sont là, et on a des couleurs souvent très saturées, très vives. Et quand on arrive dans la teinture végétale, au début, il peut y avoir une déception, on se dit mais les couleurs vont pas tenir, mais les couleurs vont être ternes. Et alors quand on trouve ces teintes-là, comme le rouge Garance ou ce rose Cartame, là, il y a quelque chose qui s'éveille, de dire je suis capable de produire des couleurs entre guillemets aussi belles que celles que je peux trouver dans le commerce, mais en plus, il y a une vibration différente. La manière de l'obtenir, elle est naturelle. La plante potentiellement a des caractéristiques soignantes ou bien bonnes pour ma santé et pour la santé des autres. Donc là, il y a tout un cheminement ensuite qui s'installe et une réactualisation de la mémoire. C'est-à-dire, on n'associe plus les couleurs végétales à quelque chose de désuet, de vieillot, de potentiellement triste. Mais non, au contraire, il y a une vibration, il y a une joie, il y a une découverte, il y a un émerveillement. Donc là, on bascule dans autre chose par l'expérience. Voilà, d'autres échantillons. Ici, on voit qu'on peut aussi essayer sur papier. C'est vrai que la teinture végétale, la teinture, c'est le milieu du textile. Mais voilà, il y a des explorations qui peuvent se faire aussi sur cuir, sur papier, sur bois. Voilà, ça, c'est des palettes, vous voyez, intéressantes qui sont ici plus évanescentes, plus fragiles, peut-être instables, mais qui peuvent traduire des états climatiques extérieurs et intérieurs. Une buée, une brume, un ciel. Hein, ici, un ciel orageux, on peut imaginer un bord de mer. Voilà, comment je peux traduire une ambiance chromatique, un état immersif donné et un état émotionnel intérieur. Voilà, ici on a des teintes issues de l'oignon, vous voyez comme elles sont douces, on est proche de la peau, hein, des carnations, du mouvement nude, hein, qu'on a connu pendant un petit moment dans le domaine de la tendance.
Et voilà encore d'autres gammes où on associe des coloris avec des noms, hein, nommer la couleur, ça raconte une histoire, ça fictionnalise le textile, on rajoute une photographie et là on est immergé, on est dans le récit, on est dans une fiction, on crée l'immersion. Voilà d'autres nuanciers, d'autres palettes, hein, vous voyez que c'est infini, les mises en correspondance entre coloris, textile et nomination, c'est tout de suite s'immerger dans un état d'imagination propice à faire du projet, hein, propice à se projeter dans le futur. Donc ça, c'est absolument, c'est un très grand vecteur en design. Voilà ici un nuancier de mauve, de violet, et autour du voyage aussi, comment on peut traduire l'exotisme, la question de l'ailleurs avec différentes teintes et différentes évocations de paysages et de milieux. Voilà encore le cartable à gauche et différentes cartographies de traversée de territoire des étudiants. Voilà. Et là, on peut, pour finir sur la peau, voir ici un travail qui a été fait notamment avec de la garance et du cartable aussi, donc des coloris de vieux rose avec la garance qu'on peut obtenir ou de rouge, des teintes de peau avec des bois de rose avec le cartable. Et là, on peut effectivement voir que chaque nuance de peau, chaque endroit de peau va révéler quelque chose. On est aussi dans la mise en contact avec l'émotion, dans ce que ça peut sembler être vulnérable, fragile, et d'un seul coup, on va magnifier cette émotion, on va magnifier la vulnérabilité, on va même honorer la diversité chromatique de nos carnations et reprendre contact avec notre unicité. Donc, c'est vraiment une dimension la poétique qui peut être offerte avec ces coloris du vivant qui sont des teintes effectivement complexes, comme le sont les teintes de notre peau, de nos cheveux. On n'est pas dans une couleur unique, on n'est pas dans une molécule unique de synthèse, on est dans des molécules complexes qui vibrent plusieurs teintes en une, d'où la proximité avec la teinte de nos peaux, de nos chairs, et donc de nos émotions, de nos sensations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pourrais dire que finalement, cette couleur, pour faire résumer, elle est effectivement source d'imagination, de récit. Grâce à l'expérience, on se reconnecte à la mémoire. On peut être amené à créer. On peut créer de l'expérience et dans l'expérience laisser une trace. Et ça, c'est très rassurant pour la mise en mémoire de nos récits de vie personnels notamment et pour la transmission. Et la couleur, elle est aussi support de mémoire collective tout en étant matière à récit intérieur singulier. Et c'est ce qui est aussi absolument prodigieux et infini. Donc la couleur, finalement, c'est une forme de langage universel aux interprétations multiples. Voilà. Écoutez, je vous remercie.